Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec le docteur Anne Conrad pour parler d'un autre item de maladie infectieuse, celui concernant le syndrome mononucléosique. Bonjour docteur. Bonjour Anthony. Alors déjà pour débuter, c'est quoi le syndrome mononucléosique ? Alors, le syndrome mononucléosique, c'est une entité biologique qui est diagnostiquée sur l'hémogramme et au frottis sanguin. C'est un syndrome qui est défini par la présence de deux signes biologiques. On parle de syndrome mononucléosique lorsque la formule leucocytaire comporte plus de 50% de cellules mononucléées. Donc les cellules mononucléées, si on pratique les monocytes et les lymphocytes, et il y a d'ailleurs souvent, mais pas toujours, une hyperlymphocytose au cours du syndrome mononucléosique. Et le deuxième signe, c'est la visualisation au frottis sanguin de plus de 10% de grands lymphocytes hyperbasophiles, donc un peu bleutés après la coloration, qu'on appelle aussi des lymphocytes activés. En soi, le syndrome mononucléosique n'est pas grave, malgré le nom un peu barbare. Et ces lymphocytes activés témoignent en fait d'une réaction immunitaire intense et correspondent à des lymphocytes T CD8. Et d'un point de vue clinique, le patient peut être plus ou moins symptomatique. Les circonstances dans lesquelles sont demandés un hémogramme permettant la mise en évidence d'un syndrome mononucléosique sont généralement un ado ou un adulte jeune qui présente de la fièvre, une asthénie inhabituelle, des adénopathies, une angine ou une pharyngite, donc qui sont les principaux signes des principales étiologies infectieuses du syndrome mononucléosique. Et quelles sont les principales étiologies infectieuses du syndrome mononucléosique ? Alors justement, les 4 étiologies principales du syndrome mononucléosique sont d'abord la mononucléose infectieuse, qui est la primo-infection par le virus EBV, la primo-infection VIH qu'il faudra évoquer systématiquement car elle nécessite un traitement antirétroviral rapide, la primo-infection à cytomégalovirus ou CMV et la primo-infection à Toxoplasma gondii. Et d'autres infections, notamment virales, peuvent être à l'origine d'un syndrome mononucléosique. Et en dehors de la primo-infection à VIH, ces infections ont une évolution spontanément favorable dans la très grande majorité des cas. Et le syndrome mononucléosique peut-il être dû à autre chose qu'une infection ? Oui, tout à fait. Il existe des causes non infectieuses, mais qui sont plutôt moins fréquentes de syndrome mononucléosique. Les réactions d'hypersensibilité médicamenteuse, certaines toxidermies et certaines pathologies immunitaires. Que faut-il rechercher à l'examen clinique chez un patient présentant un syndrome mononucléosique ? Il va falloir rechercher les signes qui vont nous orienter vers l'étiologie du syndrome mononucléosique. En particulier, pour les étiologies infectieuses, il faut rechercher à l'interrogatoire la notion de nouveau partenaire parce que l'EBV, le CMV sont transmis par la salive. Il faut rechercher également les facteurs de risque d'infection par le VIH et notamment la notion de partenaires multiples, de rapports sexuels non protégés, de toxicomanie intraveineuse. Pour le toxoplasme, il faudra rechercher la notion de chat dans l'entourage, de consommation de viande peu cuite. Et pour les étiologies non infectieuses, en particulier, rechercher l'introduction récente d'un médicament. Enfin, comme d'habitude, on va rechercher les signes fonctionnels et signes physiques associés. En particulier, on va rechercher la notion de fièvre, sa durée d'évolution, la notion de syndrome pseudogrippal, la présence d'une atteinte pharyngée, des adénopathies, une splénomégalie, etc. Et est-ce qu'on peut en profiter pour reparler de la mononucléose infectieuse et de la primo-infection CMV ? Oui, bien sûr. Alors la mononucléose infectieuse va se rencontrer principalement chez l'ado ou l'adulte jeune et associe une fièvre, une angine qui peut être érythémateuse, érythématopulsacée ou typiquement pseudomembraneuse, des adénopathies, une splénomégalie et parfois une éruption cutanée qui survient notamment après la prise d'amoxicilline. Ce qui est important, c'est que cette éruption cutanée suite à la prise d'amoxicilline, donc amoxicilline prescrite dans l'hypothèse d'une angine bactérienne, ne correspond pas à une allergie et ne contre-indique pas une nouvelle prescription d'amoxicilline dans le futur. D'un point de vue biologique, à côté du syndrome mononucléosique, on rencontre souvent une cytolyse hépatique, parfois une thrombopénie. Et le diagnostic spécifique de la mononucléose infectieuse, il va reposer sur le MNI test, qui est un test biologique rapide qui met en évidence en fait la présence d'IgM agglutinant les hématies d'animaux. Et sinon, la sérologie EBV, qui au stade de la primo-infection est caractérisée par la présence d'IgM anti-VCA, sans IgG anti-EBNA, qui sont des anticorps qui n'apparaissent qu'au bout de 3 mois après la rencontre avec l'EBV.
Et la primo-infection à CMV, quant à elle, se rencontre elle aussi chez l'adulte jeune. Il faut se méfier en particulier de la femme enceinte en raison du risque de transmission au bébé. Et cliniquement, le tableau associe une fièvre prolongée, des céphalées, des courbatures, une pharyngite, donc un tableau qui peut ressembler à une mononucléose infectieuse, souvent un peu plus frustre. Biologiquement, il y a là aussi une hépatite cytolytique fréquemment, et le diagnostic va reposer sur la mise en évidence à la sérologie d'IgM anti-CMV sans IgG. L'évolution est le plus souvent spontanément favorable. Merci beaucoup, Dr Anne Conrad. Merci Anthony. Et on se retrouve très bientôt avec vous. On parlera notamment de la fièvre prolongée. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.